Voilà, bonjour à tous. Donc, comme Benoît l'a dit, on va s'intéresser aujourd'hui à la finition des réformes laitières, principalement, et un peu allaitantes, en bio. Quelle rentabilité peut-on espérer avec la réforme avec les réformes laitières? En premier. Au niveau du sommaire, donc, on va commencer par faire un rapide tour d'horizon sur le contexte, les enjeux de la filière. Ensuite, on regardera la conjoncture du moment, qui est vraiment très atypique. Donc, cette conjoncture doit-elle remettre à plat les pratiques des éleveurs? Et puis ensuite, on abordera le sujet de la finition de ces laitières. Comment? Avec quoi? Et puis, est-ce que c'est rentable de finir des réformes? Même chose pour les réformes allaitantes. Comment? Avec quoi? Est-ce rentable? Premier point. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une réforme? Donc, vous connaissez tous le classement d'une réforme qui rentre à l'abattoir. Donc, c'est le classement européen. Les 5 lettres Europe symbolisent la qualité des carcasses, donc la conformation des carcasses. Donc, quand on est sur la lettre E, on est sur des carcasses de haute volée, des carcasses de super qualité. Et quand on est au bas du classement, on est en P. Ces 5 lettres-là sont ensuite classées en 3 sous-classes, plus, égal, moins. Alors, en bio, malheureusement, il y a trop de réformes qui rentrent maigres à l'abattoir, voire très maigres, et qui sont très souvent classées en P-, et vraiment qui sont très mal valorisées. À titre d'exemple, le passage de P- à O+ sur une carcasse bio, c'est 68 centimes d'euros de gain sur la carcasse du kilo. Ensuite, une carcasse, eh bien, elle est notée aussi sur son gras, sur son état d'engraissement. Donc, l'objectif, c'est d'être dans le milieu de la grille en note 3. Quand on est en note 1, il y a même certaines périodes où les carcasses sont refusées. Elles sont carrément exclues de la filière. Donc, la grille de paiement donc, ne donne pas de plus-value, mais donne des moins-values sur la note 1 et la note 2 en type viande pour les réformes viande et allaitante. Et pour les réformes laitières, donc la note 1 seulement est pénalisée, la note 2 et 3 n'est pas pénalisée. Et puis, quand on est sur des états d'engraissement trop importants, eh bien, on a aussi une pénalité financière. Et en plus, c'est vraiment, on va le voir, anti-économique de mettre trop de gras sur des carcasses. Alors, en bio, quelle plus-value peut-on espérer? Eh bien, au niveau des bovins allaitants et croisés viande, suivant les saisons, une et bio valorise de plus 35 centimes à plus 55 centimes le kilo de carcasse par rapport aux réformes conventionnelles. En bovin laitier, le tarif de 40 centimes du kilo par rapport aux réformes conventionnelles est souvent avancé. Donc, une vache laitière finie vendue dans une filière bio, on peut considérer que si elle part d'un état d'engraissement très bas et que l'éleveur fait l'effort de la finir, il aura à la fois la plus-value de la bio, une plus-value sur la note de gras de 20 centimes, une plus-value sur le changement de classe, ici c'est de P- à O-. Le gain possible cumulé, il est proche de 1 euro du kilo. C'est quand même pas anodin. Sur une réforme de 300 kg, c'est 300 euros. Illustration de la politique de réforme des éleveurs dans les élevages. En 2014, la Chambre d'agriculture de Bretagne a fait une enquête sur presque 500 réformes issues de 11 troupeaux bio. Et donc, ils ont comparé un petit peu ces réformes issues de troupeaux bio aux réformes conventionnelles. Et donc, en moyenne, il y avait 50 kg de carcasse en moins, 325 euros de prix de vente en moins. Le classement moyen, c'était du P égal. Donc, c'était vraiment dans le bas de la classe. Ce n'était pas P-, mais P égal. On est quand même sur des réformes très, très légères, avec une conformation très, très moyenne. Au niveau de la note de gras, c'était quand même maigre. La note de gras moyenne de 3 n'était pas atteinte. Il y en avait très peu. Au niveau
des prix Holstein, il y en avait soit plus de 6 sur 10 qui étaient notés 1 ou 2 gras et P-. Donc vraiment des réformes qui partaient à l'abattoir maigre de chez maigre. Le prix de vente moyen sur cette campagne-là, il était de presque 900 €, à peine 900 €, sachant qu'il y avait une vache sur deux qui était vendue moins de 680 €. Au niveau des réformes allaitantes, c'est moins pire, parce que bien sûr, le revenu de l'éleveur, c'est quand même la viande. Malgré tout, les réformes allaitantes sont également concernées par des états d'engraissement trop faibles. Ce graphique-là reprend les principales races allaitantes. Et donc, le curseur orange vif reprend les vaches classées 3 de note de gras. Donc, par exemple, pour la race limousine, eh bien, on avait dans la filière conventionnelle presque 90% des réformes qui étaient bien classées, contre seulement 75% qui étaient bien classées, avec pas loin de 25% qui étaient classés en note 1 ou 2, donc avec des pénalités. En moyenne, donc, il y a presque 30% de vaches maigres, de vaches de réforme en système allaitant qui partent maigres à l'abattoir, contre moins de 15% en conventionnel. Donc, c'est de l'ordre de 1 pour 2. J'ai retrouvé, pour appuyer un petit peu le phénomène, le trait, j'ai repris les résultats d'un groupe de 10 éleveurs de ma zone, de la zone Calvados, sur la campagne 2020-2021. Et donc, on assiste à une très grande disparité. Malgré tout, ce sont tous des éleveurs laitiers qui ont des politiques de réforme plutôt de vaches, on va dire, assez maigres. Les poids de réforme allaient de moins de 250 kg, 230 kg à un peu plus de 300 kg, mais plus de 300 kg, il y avait seulement 3 éleveurs sur les 10. Des prix de vente qui étaient quand même assez faibles, de 2,20 € à 3,10 €, mais avec une majorité au-dessous de 2,50 €, et puis des prix de réforme qui étaient quand même très très bas, entre 500 et 800 €, sachant que seulement 3 éleveurs aussi dépassaient les 800 €. Voilà, le constat, il est posé. On a quand même des réformes en bio qui sont vendues maigres, voire trop maigres. Alors maintenant, un petit focus sur le poids de la viande dans la filière. J'ai retrouvé ce schéma au niveau français. En 2020, donc, qu'est-ce qui rentre à l'abattoir? Eh bien, finalement, les consommateurs, ils mangent principalement de la vache de réforme. Une vache sur deux, une bête sur deux qui rentre à l'abattoir, c'est une réforme soit laitière, soit allaitante. Ensuite, on a les taurillons, les jeunes bovins qui représentent 30%. Donc, si on s'attache aux vaches, donc sur ces 50% de vaches de réforme qui rentrent à l'abattoir, il y en a 60% qui sont issus de troupeaux allaitants et 40% qui sont issus de troupeaux laitiers. Ces 40% représentent 660 000 réformes laitières. Et sur ces 660 000 réformes laitières, il y en a à peu près 55 000 qui étaient des laitières issues de troupeaux bio. Mais sur les 55 000, assez peu finalement sont valorisées vraiment dans la filière bio. Beaucoup de réformes laitières bio sont réformées dans la filière conventionnelle. Alors, on assiste à une flambée du cours de la viande. Pourquoi? Eh bien, on a en France une accélération de la décapitalisation du cheptel français. Pour preuve, ce schéma qui reprend de 2005 à 2021 l'évolution du cheptel français en vaches laitières et allaitantes. Donc, entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2021, on a presque 400 000 vaches allaitantes qui ont disparu du cheptel français, et puis plus de 260 000 vaches laitières qui également ont disparu. Et cette courbe continue à s'accentuer. Alors, vous l'aurez deviné, donc pénurie de vaches, ça veut dire que en face, on a une conjoncture qui est bouleversée en ce moment et des cotations de la viande qui s'envolent. Vous avez ici le schéma, le graphique de la cotation de vaches classées haut avec une note 3 de gras. Et donc, par rapport à avril 2021, la même semaine, on a plus 45%
d'augmentation du prix de la viande. Et cette courbe-là, si on continue à la tracer, eh bien, on est au-delà des 4,80 €. On est peut-être à 4,90 € pour des vaches qui sont dans ce classement. Concernant le prix du lait, on assiste également à une envolée du prix du lait conventionnel et à un écrasement du prix du lait bio. Alors, effectivement, on est au printemps. Tous les ans, au printemps, on a vraiment une chute du prix du lait qui est liée à la pousse de l'herbe, hein, tout simplement. Hein. L'excédent de lait bio de la filière ne parvient pas à être absorbé par la filière et il y a déclassement de lait bio tous les ans au printemps. Cependant, cette année, vraiment, les deux courbes sont en train de se croiser et certaines laiteries conventionnelles aujourd'hui payent le lait 60 à 70 € tonne de plus que certaines laiteries bio qui sont un peu à la peine. Voilà. Donc, face à ce constat-là, eh bien, un prix de la viande qui s'envole, un prix du lait bio qui a tendance à stagner, voire régresser. Eh bien, la question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à engraisser des réformes sur son exploitation? Alors, on va voir quelles sont les contraintes liées à la réforme, à l'engraissement des réformes. Première contrainte, donc une contrainte réglementaire concernant le logement des animaux. Donc, l'engraissement des animaux en bâtiment va devenir interdit. Donc, on a encore l'année 2021 pour s'adapter. Au 31 décembre de cette année, il ne sera plus possible d'engraisser des animaux en bâtiment comme précédemment. Précédemment, donc, les organismes certificateurs délivraient des dérogations pour que les éleveurs, notamment les allaitants, hein, qui ont pour habitude de finir leur réforme, eh bien, ils avaient pour habitude d'engraisser leur réforme à l'auge, hein, en bâtiment. Demain, ça ne sera plus possible. À partir du 1er janvier 2023, il faudra changer son fusil d'épaule. Voilà. Donc, il y aura une tolérance avec des bâtiments partiellement couverts jusqu'au 31 décembre 2025. Malgré tout, il va falloir que les éleveurs s'adaptent à cette nouvelle réglementation. Ensuite, donc, comment engraisser nos réformes? Donc, l'engraissement à l'auge, ça, c'est quelque chose de bien connu. L'engraissement à l'herbe, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup historiquement, les bœufs à l'herbe, etc. Aujourd'hui, l'engraissement à l'herbe a plutôt été un peu délaissé. Alors, est-ce que c'est possible d'engraisser des vaches de réforme à l'herbe? Eh bien, voilà, par exemple, un essai qui date de 2005, qui n'est pas tout récent, mais qui est encore transposable à notre époque aujourd'hui. Un essai qui a été fait à la station de Moron en Bretagne sur 80 vaches. Ils ont acheté 80 vaches Primostein qui étaient maigres, qui étaient classées P-, et puis ils ont fait de l'eau. Ils ont fait un lot de 40 vaches finies à l'auge, avec une ration classique au maïs, corrigée avec du correcteur. Presque 100 jours d'engraissement. Et puis de l'autre côté, ils ont engraissé 40 vaches à l'herbe sur du pâturage tournant. Ils ont exploité 3 cycles et ils ont eu une durée d'engraissement quasi similaire de 100 jours. Qu'est-ce qui s'est passé au final? Si on compare les deux lots à l'abattoir, donc vous avez ici les chiffres de la finition à l'auge et ici les chiffres de la finition à l'herbe. Eh bien, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas si déconnant que ça d'engraisser des réformes à l'herbe, puisque on a seulement 12 kg d'écart sur les prises de poids vifs entre les deux lots. Au niveau du classement, on a effectivement un peu plus de vaches qui ont du mal à vraiment à atteindre la note, la conformation haut, hein, puisque ici on est passé de P- à O égal en moyenne, alors que dans les vaches finies à l'herbe, on est passé seulement de P- à P+. On n'a pas réussi à atteindre le haut. Au niveau de la note de gras, par contre, eh bien, là, les vaches ont réussi à faire du gras sur leur carcasse avec un gain de gras supérieur sur le lot herbe par rapport au lot pâturage. Et puis, les carcasses, au final, eh bien, elles n'étaient pas loin de peser le même poids, avec seulement 5 kg d'écart en défaveur du lot à l'herbe. Conclusion, eh bien, quand on met des vaches en finition au pâturage au printemps sur des prairies bien conduites, de bonne qualité, eh bien, il y a moyen de faire de la croissance et d'obtenir
des kilos de viande. Alors, par contre, on a vu qu'il était possible d'engraisser ces vaches à l'herbe. Malgré tout, est-ce que c'est rentable? Est-ce que j'ai réellement intérêt à faire du lait, à faire de la viande, pardon, avec mes réformes, ou alors à continuer à faire du lait dans une situation où il y a concurrence sur les fourrages entre les deux catégories d'animaux, les laitières ou les réformes? Voilà, donc c'est lié à plusieurs facteurs, hein. Par exemple, au printemps, pendant la période d'engraissement de mes réformes, est-ce que je suis dans une laiterie qui paye bien le lait ou est-ce qu'au contraire, j'ai vraiment un prix du lait qui s'écroule au printemps et à ce moment-là, peut-être que ça devient intéressant? Est-ce que j'ai besoin de constituer des stocks fourragers? On sort d'une année 2021 où il y a beaucoup de stocks. Peut-être que l'année 2022, c'est une période où on pourrait peut-être faire un peu moins de stocks et puis finir des vaches à l'herbe au lieu d'ensiler des parcelles qui vont continuer à abonder les stocks. Alors, j'ai imaginé un petit raisonnement économique en comparant d'un côté le pâturage par des vaches laitières qui produisent du lait et de l'autre côté le pâturage par des réformes qui vont produire donc de la viande. Même durée de pâturage dans les deux lots, même production de prairies, 5,5 tonnes, donc ça correspond à la pousse de l'herbe du 1er avril au 31 juillet d'une saison d'herbe. Les vaches laitières vont ingérer à peu près 18 kg d'herbe, alors que les vaches à la réforme vont avoir des besoins d'ingestion en herbe un peu moins importants. Du coup, on va nourrir un peu plus de vaches en faisant pâturer des réformes qu'en faisant pâturer des laitières. Mes 2 vaches et demie multipliées par le lait que j'ai imaginé, j'aurais pu mettre un autre chiffre, hein, mais je suis parti sur 14 kg de lait, me donne une production de lait à l'hectare de 4300 litres presque, avec un prix du lait que j'ai défini bas dans cet exemple-là, ce qui me donne au final un produit à l'hectare de 1550 €. En face, donc je suis parti sur des réformes qui étaient maigres au départ, qui allaient être valorisées à 4,10 €, un prix plutôt modeste. Et puis, je leur ai fait prendre 60 kg de carcasse, avec donc une valorisation du prix via le changement de classe et la note de gras, ce qui fait que j'ai un gain par réforme de 470 €. 470 € fois les 3,3 vaches, j'ai un produit à l'hectare de 1540 €. On s'aperçoit que donc, dans une situation où le lait est plutôt peu payé au printemps et où la production du troupeau est plutôt modeste, eh bien, la finition des réformes à l'herbe vient concurrencer le pâturage, enfin la production laitière, par le pâturage des laitières. Sachant qu'ici, il y a vraiment quasiment peu de charges opérationnelles liées à la conduite des réformes, alors qu'ici, il va y avoir des charges opérationnelles quand même liées à la traite, à la main-d'œuvre, etc. Donc, vraiment, dans une situation, un éleveur qui serait dans une laiterie qui valorise très mal le lait au printemps, un éleveur qui a des prairies qui produisent, eh bien, on peut presque se dire que finir des réformes à l'herbe, à la place de produire du lait, c'est pas déconnant. Alors, à contrario, effectivement, rien qu'en changeant la variable prix du lait, je mets un lait un peu mieux valorisé à 420 € de la tonne, et bien là, j'ai donc le graphique, ça n'apparaît pas, mince, mais donc la finition des réformes devient inintéressante parce que le produit lait est bien plus important, de l'ordre de 1800 €. Donc, finalement, la rentabilité, elle dépend de quoi? Eh bien, elle dépend vraiment du prix du lait et de la productivité du troupeau laitier quand on veut comparer l'engraissement de réforme avec l'atelier lait. Deuxième situation, j'ai des parcelles en herbe qui ne sont pas accessibles par les vaches laitières. Donc, c'est des parcelles, par exemple, qui sont inscrites dans une rotation prairie culture. Et donc, je compare toujours le même schéma avec mes 3,3 réformes qui font un total de 1540 €.
Je leur mets des charges opérationnelles et en face, je compare une marge culture de vente. Par exemple, un blé panifiable vendu 400 €, 40 quintaux, un petit produit sur la paille. J'ai un produit total de quasiment 1 900 € auquel je déduis des charges opérationnelles. Et donc, au niveau de la marge, eh bien là aussi, on s'aperçoit que la finition des réformes n'est pas loin de concurrencer des cultures de vente qui sont en bio 40 quintaux, c'est déjà le haut du panier. Si on baisse le rendement de l'atelier culture de vente, les réformes viennent concurrencer la production de céréales. Donc, dans des situations où les rotations sont un peu trop courtes, où les prairies sont encore de bonne qualité, eh bien, on peut se poser la question, avec les cours de la viande actuels, s'il n'est pas plus intéressant de garder nos prairies un an de plus pour faire de la viande, pour finir des vaches dessus, plutôt que de casser des prairies qui produisent et prendre le risque de faire des céréales qui sont quand même des cultures à risque dans certaines zones. Ensuite, troisième simulation, je n'ai rien, je me dis, j'ai des réformes, et si j'achetais pour les finir? J'ai fait une ration toute simple, avec donc une ration sèche, avec du foin, un mélange maïs-grain, colza, corrigé avec du colza, 14 kg de matière sèche ingérée par jour, des prix qui sont ce qu'ils sont, donc un coût d'engraissement par vache sur la période qui avoisine les 500 €. Si je compare encore une fois mes 490 € avec une finition là qui va être un petit peu plus... On va gagner un peu plus en classe parce qu'on va vraiment engraisser à l'auge avec des produits très énergétiques. Donc, j'ai un gain de 490 €. Je paye tout juste mon investissement. Donc, si j'ai la chance d'acheter des produits un peu moins chers ou si je autoproduis une partie déconcentrée, je peux, par exemple, un mélange céréalier, je peux imaginer gagner un peu d'argent avec les cours actuels en engraissant à l'auge mes réformes. Par contre, avec des cours plus classiques, le gain issu de la finition ne parviendrait pas à couvrir le niveau des charges. Ensuite, se pose toujours la question, à quelle période finir ces réformes? Donc, le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, je le reprends. Tous les ans, traditionnellement, on a une montée des cours en été, qui démarre au printemps, qui finalement se superpose assez bien sur la période d'engraissement à l'herbe, la période propice d'engraissement à l'herbe, qui traditionnellement commence fin mars, début avril, jusqu'en juillet. En juillet, on peut vendre des réformes au plus haut. Voilà. Donc, si l'on se calait sur cette courbe-là, eh bien, finalement, l'engraissement à l'herbe, l'été, printemps-été, colle très bien avec l'évolution classique des courbes. L'année 2021 et encore plus l'année 2022 viennent un petit peu perturber les repères qu'on avait historiquement, mais donc la courbe de 2022 ne rentre même plus dans cette abac, donc raison plus. Maintenant, au niveau allaitant. L'engraissement des réformes allaitantes à l'herbe. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a, comme je l'ai mis, quelques incontournables à respecter. On ne peut pas partir avec des animaux trop maigres en sortie d'hiver. Il faut avoir des animaux qui soient quand même suffisamment en état en sortie d'hiver pour pouvoir les engraisser à l'herbe correctement. Encore une fois, en allaitant, les réformes allaitantes, ça représente quand même une bonne part du revenu de l'éleveur. Donc là, il ne s'agit pas de faire de bêtises. Une mise à l'herbe la plus précoce possible, c'est vraiment le garant d'un bon GMQ pendant la pleine pousse de l'herbe. L'idée, c'est vraiment de mettre les vaches à l'herbe de façon précoce pour qu'elles s'adaptent au pâturage. Et quand la pleine pousse de l'herbe est là, eh bien, les animaux sont vraiment habitués, ils sont en route et ils vont faire des GMQ vraiment conséquents au pâturage. Le pâturage tournant, c'est quand même quelque chose qui est
peu usité en allaitant, mais ça, les éleveurs qui ont adopté cette technique vraiment ont des témoignent sur les bienfaits de la technique. Ils ont des GNQ bien supérieurs, une meilleure maîtrise de l'herbe et de meilleurs résultats sur leur réforme. Une herbe de qualité, bien sûr, plus on va avoir une herbe équilibrée et de haute valeur alimentaire, plus on aura des GNQ au rendez-vous. Ça, c'est une évidence. Et puis, très fréquemment, le fait d'apporter un peu de céréales, donc plutôt un demi-kilo à la pleine pousse de l'herbe, et puis plus on avance vers l'été, plus on monte la quantité de céréales en fonction de la valeur de l'herbe. Là aussi, on va aider à la constitution de kilos supplémentaires de façon assez simple et naturelle. Alors, par contre, il y a vraiment un incontournable, c'est que certaines races ne sont pas du tout adaptées à l'engraissement à l'herbe. Ce sont les races dites les Formule 1 de la viande, que sont les blondes et les partenaises, par exemple. Et à contrario, une race comme l'Aubrac ou la Salers, elle valorise super bien le pâturage et fait vraiment des beaux GNQ au pâturage. Et puis, donc, l'engraissement à l'herbe ne fonctionne que sur des animaux qui ont atteint leur maturité. Les animaux qui n'ont pas terminé leur croissance feront de la croissance, feront du GNQ, mais par la croissance, le squelette, mais ne feront pas d'engraissement. Pour illustrer ça, j'ai retrouvé un essai tout récent qui a été fait à Bordes, en Indre-et-Loire, en 2020. Donc là aussi, ils ont acheté des charolaises, 24 charolaises qu'ils ont divisées en 2 lots, un lot de 12 vaches au sec, avec une ration à base de mélange céréales colza, et puis du fruit en complément, 125 jours d'engraissement, et ils ont comparé avec 12 autres vaches finies à l'herbe sur une durée d'engraissement exactement similaire, et puis là, du pâturage tournant, 38 arts par UGB, et les animaux tournés sur 4 paddocks. Résultat des courses, une courbe, vous avez ici la courbe, l'évolution du poids vif sur toute la saison d'engraissement, sur les 125 jours. Donc, les deux courbes se superposent quasiment, avec des GNQ qui sont quasi similaires, un petit kilo pour le lot fini à l'auge et un bon kilo pour le lot fini à l'herbe. Vraiment, il n'y a aucune différence. Dans les deux lots, en moyenne, les réformes pesaient 458 kilos et elles étaient notées au R moins R égale. Donc, voilà, un essai qui montre que l'engraissement de races allaitantes plutôt rustiques à l'herbe, ça marche vraiment très bien. Alors, au niveau de la finition des réformes à l'auge, des réformes allaitantes à l'auge, j'ai noté surveiller les coûts. Là aussi, j'ai repris les résultats de la ferme de Torigné d'Anjou, donc une ferme expérimentale qui est exclusivement tournée vers la production de viande allaitante avec un troupeau de limousines, 80 mères limousines de mémoire, 137 hectares. Les 137 hectares sont exclusivement consacrés à la production de viande. Tout est auto-consommé sur la ferme. C'est une ferme qui est capable de nourrir 2 UTH, donc de subvenir aux besoins de 2 UTH, hors coût de recherche, bien sûr. Voilà. Et donc, ils ont synthétisé les résultats de toutes leurs vaches abattues entre 2000 et 2015. Donc, ce sont des vaches qui ont mangé ils ont changé, ils ont expérimenté diverses choses, mais majoritairement, c'est des vaches qui ont mangé sur leur période de finition de l'enrubanage de prairies multi-espèces avec du mélange céréalier produit sur la ferme. Donc, 13 kg de matière sèche ingérée, des durées d'engraissement qui étaient très, très variables, de un peu plus de 80 jours à 140 jours, donc vraiment une durée d'engraissement très variable, alors qui a évolué aussi avec la demande des abattoirs. Les abattoirs demandent de plus en plus des réformes, vraiment des carcasses bien finies, ce qui fait qu'ils ont augmenté leur durée d'engraissement. Des GNQ proches de au-dessus de 1100 grammes. Et vous noterez donc que pour faire 1 kg de poids vif, eh bien, il faut
apporter 10 UF à une réforme allaitante. Si on transforme ça en besoin en UF pour produire 1 kg de viande, 1 kg de carcasse, eh bien, c'est plus de 18 UF par kilo de carcasse qu'il faut apporter à l'animal, à l'auge. À titre de comparaison, hein, pour produire 10 litres de lait, il faut à peine 5 UF. Donc, on comprend mieux pourquoi la viande, finir des carcasses et produire de la viande, c'est quand même énergivore. Hein. Donc, ils avaient des coûts alimentaires liés à la finition qui étaient très, très variables, forcément très corrélés à la durée d'engraissement, et des marges à la vache qui étaient un peu plus resserrées, mais malgré tout, qui allaient d'un peu plus de 100 € à un peu moins de 200 €. Donc, il ne faut pas faire de bêtises quand on finit des vaches allaitantes en système bio. Ça coûte cher. Et il ne faut surtout pas déraper sur les derniers kilos. Les derniers kilos, quand on cherche à finir un peu trop nos animaux, eh bien, on dégrade systématiquement la marge. Ensuite, donc, des vaches finies comme ça, eh ben, là où ça marche le mieux et là où on peut raccourcir les durées d'engraissement, c'est quand on a fait un très bon engraissement, enfin un très bon pré-engraissement, à l'herbe, justement. Quand on a mis nos réformes dans des pâturages où elles ont commencé à faire du GNQ et on les finit à l'auge, c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats financiers. Ensuite, eh bien, l'enrubanage, Julien Fortin là, de Torigné insiste beaucoup sur la qualité des enrubanages qu'il récolte. Il cherche vraiment à avoir de la valeur alimentaire, et notamment de la MAT sur leur enrubanage. Donc, des fourrages de qualité, c'est un incontournable. Et quand ils finissent leur réforme, ils réservent les meilleurs enrubanages aux réformes. Et ensuite, donc, plus les vaches étaient âgées, moins elles étaient performantes à l'engraissement. Donc, il y a vraiment une perte de performance à l'engraissement sur des vaches très vieilles. Voilà. Donc, le maître mot, c'est quand même l'autonomie en concentré. Si on remplace le mélange céréalier produit sur la ferme par du concentré acheté, la marge à la vache, elle se réduit fortement. Et donc, ces dernières années, ça devenait quasiment inintéressant de finir des vaches allaitantes en bio avec des concentrés achetés. Voilà, conclusion de tout ça. Engraisser ces réformes autrement qu'avec le système classique maïs concentré, eh bien, on a vu que ce n'était pas impossible. Hein. L'engraissement à l'herbe, c'est vraiment une piste qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut explorer dans chacune de vos exploitations. Par ailleurs, les vaches finies trop maigres, eh bien, c'est un problème pour la filière. J'ai appris que le fait de mettre du gras sur les carcasses, donc non seulement on avait une amélioration des qualités organoleptiques, de la qualité de la viande, mais on avait aussi une amélioration de la conservation des carcasses. Les abattoirs sont confrontés à un problème de conservation des carcasses quand les carcasses ne sont pas suffisamment grasses, pas suffisamment engraissées. Et puis, j'insiste aussi sur l'enjeu sociétal. Aujourd'hui, la viande rouge, elle est quand même très décriée, très critiquée. Hein, le bilan environnemental de la viande rouge, on entend beaucoup dire que c'est un bilan carbone désastreux. Eh bien, la finition à l'herbe, pourquoi pas? Ça peut répondre à ces attentes et ça peut être quelque chose qui verdit un peu la viande rouge et qui lui apporte une image plus positive vis-à-vis du consommateur. Et enfin, donc, on a vu qu'en ce moment, la donne avait complètement changé. On a un prix de la viande qui est au plus haut. Et donc, on a un raisonnement économique qui est à revoir, un prix de la viande attractif au jour d'aujourd'hui. Et donc, quitte à, on l'a vu, hein, quitte à faire un peu moins de lait pour aussi peut-être un peu moins engorger la filière, eh bien, engraisser des réformes à l'herbe, pourquoi pas. Et on ne va pas forcément dégrader notre marge à l'échelle de l'exploitation en finissant nos réformes. Voilà, merci à vous. J'attends vos questions s'il y en a. Merci Pascal. Alors tu vois, j'avais dit au président, c'est le mauvais Pascal qui vient aujourd'hui. Je retire ce que j'ai dit. Bravo Pascal, c'est un sujet pas facile. Il est très très bien traité. Donc, merci Benoît. Revoir l'intervention de Pascal, pas de problème.
il y a le replay que vous allez recevoir par un lien juste après cette conférence. Et puis, la chaîne YouTube aussi. Donc, c'est Rolly qui s'occupe de mettre les vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui ou demain, mais demain sûr, ils seront disponibles. Alors, forcément, Pascal, ça amène des questions, tout ça. Donc, je te pose les questions. Volontiers. Alors, j'essaie d'y répondre. Tu nous dis que la finition des bovins adultes est devenue interdite en bâtiment. Mais tu nous présentes des exemples avec finition à l'auge. Voilà quelqu'un qui a bien écouté. N'est-ce pas contradictoire? Alors, les éleveurs allaitants donc, vont être confrontés au problème de l'interdiction de la finition à l'auge. Donc, ils sont tous en train de s'interroger. J'ai lu des articles concernant ce problème. Et donc, ils imaginent trouver des alternatives à ça. Donc, finir des animaux à l'extérieur, à l'auge, mais à l'extérieur. Donc, la piste privilégiée, c'est demain trouver des alternatives de finition à l'auge, non pas en bâtiment, mais à l'extérieur. Évidemment. Tout simplement. Hein. Merci. Pour s'adapter à la contrainte du cahier des charges. C'est ça, à l'environnement. Qui évolue. Donc, le cahier des charges de l'agriculture biologique, hein, géré par l'INAO, aujourd'hui, il met un fort accent sur le fait de faire sortir les animaux à l'extérieur. Donc, le lien au sol des animaux devient quelque chose de plus en plus important. Tous les éleveurs laitiers bio sont confrontés aujourd'hui aussi à l'obligation de sortir les veaux à l'extérieur plutôt qu'avant. Donc, les éleveurs laitiers sont aussi concernés par ça. Les veaux devront demain sortir en dehors des nurseries le plus tôt possible. Donc, les choses ne sont pas encore tout à fait calées, mais on parle de 6 semaines. À partir de 6 semaines, les veaux devront avoir un accès à l'extérieur. Donc, voilà. Okay. Merci, Pascal, pour ce complément à cette question. Y a-t-il réellement des besoins en viande bio? Aussi, c'est une bonne question. Si les éleveurs se mettent à finir les réformes, n'y a-t-il pas un risque d'engorgement de la filière? Ah oui. Alors, effectivement, la filière viande bovine en bio, c'est une filière qui est malgré tout relativement confidentielle. Donc, il peut peut-être y avoir un engorgement de la filière demain, mais il ne faut pas que les éleveurs bio se fassent peur avec cet engorgement-là, puisque les prix de la viande conventionnelle sont attractifs. Donc, la viande bio qui ne trouvera pas preneur dans la filière bio trouvera preneur dans la filière conventionnelle, surtout au niveau des réformes, puisque aujourd'hui, les marchands courent après les réformes laitières et allaitantes. Donc, effectivement, c'est une filière qui n'absorbera peut-être pas toute la viande produite, mais cette viande-là, elle peut aisément franchir. Donc, aujourd'hui, c'est le cas. Hein, il y a beaucoup d'éleveurs bio qui vendent leurs réformes laitières dans le schéma conventionnel, parce que jusqu'ici, ils estimaient qu'ils ne gagnaient pas d'argent à finir leur réforme. Et voilà. Donc, il y aura toujours de la place sur le marché. C'est un faux problème. C'est ça, il y aura toujours de la place sur le marché sur ces animaux de toute façon. Tel qu'est le marché aujourd'hui, il y a de la place vraiment. Ouais. Ok. Alors, pourquoi certaines races sont compatibles à la finition à l'herbe et pas d'autres? Alors ça, je pense que j'ai répondu un petit peu à ça. Certaines races, alors, on va commencer par les races viande, les races allaitantes. Donc, les races vraiment non adaptées à la finition à l'herbe, ce sont les blondes d'Aquitaine et les partenaises. Ce sont des races qui nécessitent vraiment une alimentation. Ce sont des races déjà qui sont issues du berceau du sud-ouest, notamment la blonde d'Aquitaine, et qui a été élevée pour manger du maïs grain, hein, du sud-ouest, hein, des céréales et du maïs grain. Et donc, c'est une race qui a besoin de transformer une ration très concentrée en énergie. Et c'est une race qui valorise très mal les fourrages fibreux, alors que les races de montagne ou du centre de la France sont des races qui sont beaucoup plus adaptées à valoriser les fourrages fibreux
La race Aubrac, c'est une des meilleures transformatrices d'herbes en viande. C'est vraiment une race qui pète les scores en valorisation viande sans concentrer, en finition à l'herbe. Donc, il y a vraiment des caractères spécifiques de chaque race qui orientent plus vers une finition, vers une conduite herbagère ou une conduite un peu plus tournée vers les concentrés. Et puis, concernant les races laitières, eh bien, on sait tous qu'aujourd'hui, qu'une normande, une bonne vieille normande, ça se finit beaucoup plus facilement qu'une Primostein pleine de lait. Ça, c'est clair. Je discutais avec un éleveur la semaine dernière qui me disait qu'un éleveur de normande, hein, en bio, il réussit à finir ses réformes tout en les trayant. Et il me disait, il a 70% de ses vaches, 7 vaches sur 10. Quand elles sont abattues, elles sont classées au moins, au égal, 3 notes de gras. 7 vaches sur 10. Et puis, les autres sont plutôt classées P+, 3 gras aussi. Donc, c'est un éleveur sans vraiment trop forcer avec ses normandes, en continuant à les traire en salle de traite. Il arrive à avoir des poids de carcasse très honorables et des prix de vente qui tiennent la route, hein, et des réformes bien valorisées. Donc, concernant les réformes laitières, eh bien, il y a un effet race aussi, hein, c'est sûr. Voilà. Ok, merci Pascal. Merci. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site. Vous lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.